Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. J'ai dit un nouveau encore flash marché, j'allais dire presque guerrier, vu l'actualité internationale et ses répercussions économiques. Je vais peut-être laisser la main à Karine chez Force Patrimoine, qui a peut-être des choses à nous dire d'ailleurs sur le certificat crypto, je vois. Tout à Karine, fait. c'est parti pour toi. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci Jean-Marc. Tout à fait, l'actualité formation chez Force Patrimoine, c'est le certificat expert comptable crypto pour ceux d'entre vous qui ont dans leur portefeuille des clients qui ont des actifs crypto et qui veulent se perfectionner, se former pour savoir gérer cela. Donc un certificat 100% à distance pendant 3 jours aux dates des 9, je vais y arriver, des 2, 7 et 9 juillet 2026. Et puis dans l'actualité de la formation, on a également le certificat, oui, tu peux y aller. Voilà, merci. Le certificat expert comptable patrimonial pour ceux d'entre vous qui souhaitent se former à la gestion de patrimoine. Un certificat du 3 novembre au 19 janvier, donc sur 120 heures, 15 journées réparties sur 3 mois à distance. Pour ceux d'entre vous qui veulent créer et développer leur pôle conseil patrimonial, vous êtes de plus en plus nombreux à nous témoigner des questions de vos clients, des sollicitations de vos clients sur des questions de gestion de patrimoine et nous avons la formation adéquate pour cela. Voilà. Karine, merci. Émilie, est-ce que tu peux nous donner le timing, le filage, le planning, appelle ça comme tu veux, de notre flash marché aujourd'hui? On l'a bousculé un petit peu parce que notre ami Yu Feng est en face de mes étudiants du Master de gestion de patrimoine. Donc, du coup, il a débuté le cours avec eux. Il va nous rejoindre dans un petit moment. Oui, nous allons commencer du coup par le point Prêt Equity, cette fois-ci, donc une fois n'est pas coutume, puis la présentation d'un fonds par Yufeng et la Moulin Dashboard habituelle, puis le point macroéconomique qui sera sous forme de table ronde et Jean-Marc lancera un débat. Bon visionnage à tous. Merci, Émilie. Sarah, c'est à toi. Bonjour à tous. Alors, pas trop d'actualité normalement en private equity pour autant. On vous avait déjà parlé, je pense que c'était à notre toute première intervention sur l'intérêt des logiciels en SaaS B2B dans l'allocation de private equity. Et c'est pour le coup un secteur qui a connu quelques rebondissements depuis le début de l'année. Les marchés ont réagi de manière assez émotionnelle à l'arrivée de l'intelligence artificielle sur ce secteur spécifiquement. Et je voulais un petit peu apporter des clés de lecture et surtout poser la question, est-ce que le marché corrige un secteur qui va rencontrer des difficultés structurelles ou est-ce que finalement, il faut avoir une lecture plus fine, distinguer un petit peu les actifs et savoir s'il y aura des logiciels qui vont sortir leur épingle du jeu et d'autres non. Alors, le constat aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qu'on pense et c'est ce que pensent les gérants avec lesquels on échange sur le sujet, c'est que la sanction des marchés cotés, elle s'est faite de manière un peu indifférenciée. On ne remet pas en cause finalement toute l'industrie du software, mais avec l'IA, bon, il y avait un peu une vague d'engouement. Maintenant, il y a une vague un peu plus sur la réserve. On avait eu les mêmes événements quand il y a eu l'arrivée du cloud et finalement, après les ruptures technologiques, bah, ce qui se passe, c'est qu'on voit quels sont les gagnants et les perdants. Euh, et nous pensons, en tout cas, c'est notre positionnement, c'est la construction de nos portefeuilles qu'on a misé sur les gagnants de ce secteur et je vais un petit peu vous expliquer pourquoi. Ce qui s'est passé du coup sur le premier trimestre de l'année 2026, c'est qu'il y a une compression des multiples sur les marchés cotés. On craint de savoir est-ce que les logiciels vont être IA remplaçables ou est-ce qu'ils vont être IA améliorables et lesquels vont être lesquels. Il n'y a pas d'homogénéité dans la classe d'actifs, les fondamentaux ne sont pas les mêmes, les utilisations ne sont pas les mêmes. Certains logiciels s'appuient sur de la data, d'autres non. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qui pour nous fait que le logiciel va continuer de survivre dans cet environnement un peu de décote. Euh,
je vous le disais, il va y avoir ceux qui ont du coup une obsolescence un peu programmée, hein, et puis de l'autre, on va avoir les logiciels qu'on appelle des system of records. Pour nous, c'est vraiment les registres de vérité, c'est ceux qui vont détenir la data dans l'entreprise. Ça va être des logiciels qui sont ce qu'on appelle souvent positionnés sur les mission critical, hein, qui sont donc critiques pour les autres sociétés dans lesquelles ils sont implémentés. On a de la comptabilité, de la paie, de la conformité, de la donnée réglementaire, des contrats ou des fonctions financières. Ces System of Records, ce sont des logiciels toujours B2B, toujours en SaaS, mais en fait qui sont nécessaires à la vie des entreprises, qui sont ceux qui font tourner l'entreprise. Ils stockent la donnée, ils la structurent, elle est sensible, les barrières à l'entrée sont élevées. Et l'IA, finalement, quand on regarde bien, elle va pas pouvoir remplacer ces datas-là parce qu'elle a besoin d'eux pour pouvoir être utilisée. Et elle va plutôt leur permettre à ces logiciels d'améliorer leur performance, de pouvoir être plus rapide, de pouvoir être plus force de proposition, de pouvoir détecter des anomalies, mais pas vraiment remplacer la structure même qui fait que le logiciel existe. Elle vient plutôt se brancher dessus. Et donc, c'est plutôt une couche d'analyse, de recommandation, d'optimisation qui ne va pas finalement remplacer le registre central. Les systèmes of record, ils contrôlent la donnée critique, ils ont la responsabilité opérationnelle, ils ont l'intégration directe dans les processus métiers. Donc, c'est difficile à date, et ça nous paraît même aujourd'hui très compliqué de dire que ce sont des logiciels qui vont être IA, du coup, remplaçables. Ils vont, plutôt qu'être victimes de cette IA, pour nous, ils vont plutôt en ressortir encore plus fort d'ailleurs. Et quand on regarde un petit peu ce que pensent les entreprises dans lesquelles ils sont intégrés, ils sont positionnés, l'immense majorité, hein, les 2/3, pensent plutôt que l'IA va pouvoir rendre leur logiciel plus efficace, va intégrer encore plus d'IA pour le rendre encore plus performant, mais très peu envisagent de les remplacer pour faire venir un nouvel acteur qui va être beaucoup moins spécialisé aussi et enraciné dans la vie de l'entreprise. Donc les marchés cotés ont réagi de manière indifférenciée. Nous, on pense que du coup, ces systèmes of record vont être ceux qui vont être vraiment les gagnants sur le long terme, parce que encore une fois, c'est une classe d'actifs de long terme. La réaction émotionnelle du premier trimestre sera sans doute pas la même qu'en 2027, en 2028, en 2029. Il faut pas oublier que les portefeuilles sont construits pour une durée de 10 ans et donc font avec tout cet environnement macro. Il y a un sujet qui est vrai aussi, on pose beaucoup la question. Aujourd'hui, une solution logicielle, elle est un petit peu calculée en fonction du nombre d'utilisateurs. Ce qui est certain, c'est que ce système de tarification-là, il va changer. Le pricing de l'IA, du logiciel, pardon, va changer. On pense que la tarification, elle va être davantage liée à partir de maintenant sur les usages et ce que va permettre à l'entreprise d'économiser, notamment comme coût humain, hein, parce que pour le coup, ce qui est vrai, c'est que certaines tâches sont aujourd'hui réalisées par des personnes. Elles vont l'être par une solution logicielle IA qui va permettre d'avoir moins de collaborateurs sur son poste-là ou des postes de contrôle. Et donc finalement, on va passer d'un logiciel qui utilise un budget IA d'une entreprise vers un logiciel qui va utiliser la partie un peu masse salariale, la partie humaine. Et c'est ce qui va faire que les grands champions seront ceux qui ont anticipé ce pricing, qui ont réussi à le mettre en place de la manière la plus efficiente possible. Mais les gérants de private equity, hein, pour vous donner un ordre d'idée, travaillent sur ces sujets-là depuis très longtemps, depuis bien plus longtemps que ce que nous, on entend parler de l'IA. Certains utilisent même l'IA depuis une dizaine d'années. Beaucoup de logiciels aujourd'hui sont d'ailleurs IA natives ou intègrent des capsules IA de manière très forte. Il ne faut pas non plus confondre la vitesse d'adoption et la vitesse de déploiement. Il y a une différence entre le fait que tout le monde en entend parler et puis finalement la mise en œuvre opérationnelle au sein d'une société. Il y a des tendances, bien sûr, qu'elle va être de plus en plus utilisée, mais pour autant,
Comme ça a été le cas avec le cloud, il y avait une différence entre ce que les marchés avaient anticipé et ce qui s'est concrétisé dans la vraie vie. Il y a quand même des contraintes IT, de budget, d'architecture, de complexité d'intégration qui font que l'adaptation rapide en surface peut avoir finalement un déploiement réel plus lent que ce qu'analyse plus lent que dans les systèmes critiques. Faut pas donc surestimer l'impact de l'IA. Il faut faire très attention aux fondamentaux d'une entreprise. Plus on va être sur des logiciels qui vont être spécialisés, spécifiques, qui vont avoir des revenus récurrents, des barrières à l'entrée très fortes, qui vont être sur des sous-secteurs de niche verticaux, qui vont aussi avoir des barrières à l'entrée très élevées, font que quand on les analyse, on pense vraiment que l'IA va être pour eux un véritable vecteur de performance et de création de valeur que IA remplaçable. Donc c'est très important quand on fait une sélection de fonds, de gérants, de stratégies, de pas raisonner de manière indifférenciée sur un secteur dans son intégralité. Et ça, je pense que c'est vrai, quelle que soit la classe d'actifs et quel que soit le secteur qu'on envisage. Il faut vraiment regarder quel est le moteur sous-jacent, quel est le positionnement, quelle est la sélectivité qu'on arrive à avoir sur ces fonds-là, et donc se positionner toujours sur du long terme et avec des fondamentaux solides. Donc il faut segmenter le secteur. C'était déjà vrai sur la période 2025, les multiples de valorisation étaient déjà pas les mêmes sur les logiciels verticaux que les logiciels horizontaux. Les logiciels verticaux, c'est ceux qu'on considère comme étant très spécialisés, et les horizontaux plutôt comme étant la base et un socle sur une multitude de secteurs, sous-secteurs différents. Youfeng, je sais que tu es friand de multiples de valorisation, alors je vais te donner un exemple. Sur les opérations de LBO, on observait des multiples de 14 fois la valorisation de l'EBITDA sur les logiciels horizontaux et 18 fois sur les logiciels verticaux. Donc il y avait déjà cette finesse de réflexion sur la nature du logiciel. On pense que ça va devenir encore plus vrai. La spécialisation, elle est décisive, et donc on fait très attention à ça. Et désolé, du coup, tu as interrogé la bonne personne, c'est vrai, ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai raté une partie, je suis vraiment désolé. Et du coup, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui est la tendance de la prévalence du marché? C'est verticaux ou horizontaux aujourd'hui? Avec justement Alors, c'est la partie de l'évolution IA, etc. Alors, nous, on pense que ceux qui vont être les grands gagnants de l'IA, c'est justement les logiciels verticaux. Plus ils vont être spécialisés, plus ils vont être sur des secteurs de niche, plus ils vont avoir des barrières à l'entrée élevées, évoluer dans des environnements réglementaires, avoir de la donnée la plus critique possible. Quand on parle d'audit, de comptabilité, de gestion de ressources humaines, on a besoin que la data, elle soit la plus vraie, elle soit auditable. Pour nous, c'est vraiment ces logiciels-là qui vont permettre de perdurer et qui vont pouvoir avoir les multiples de valorisation les plus élevés. Super, super. Et Ça, d'ailleurs, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé, je pense, 5 minutes avant que le webinaire commence. Alors, je peux pas vous dire quel gérant et sur quelle société, mais ça va quand même donner un exemple parlant. Un des gérants avec lesquels on travaille, donc les gérants de premier quartile, ceux qui sont justement très spécialisés sur leur verticale, sur leur domaine d'activité, viennent à l'instant de céder une entreprise, donc dans un environnement de valorisation de logiciels tendu. Ils ont réalisé 5,1 fois la mise et 47% de TRI. Ils avaient acheté la société en 2021, qui était pour nous un pic de valorisation, ce qui était vraiment la période pendant laquelle les multiples de valo étaient les plus élevés. Ils l'ont vendu dans un environnement où c'est censé être structurellement le plus compliqué depuis les 5 dernières années, et pour autant, ils ont fait 5 fois la mise. Pourquoi? Parce que ils savent accompagner au mieux les entreprises qu'ils intègrent. J'en avais déjà parlé, mais quand ils rentrent au capital d'une entreprise, c'est parce qu'ils ont une thèse d'investissement, ils connaissent bien son marché, ils ont assez clair de la façon dont ils vont l'accompagner, et ça s'est vérifié typiquement sur cette belle session avec des multiples gains. Voilà pour le point software et des cotes qu'on constate en ce moment, vision private equity. Sarah, merci beaucoup pour ça. Donc, Youfeng nous a rejoint. Merci, Youfeng.
avec sa cohorte d'étudiants du Master 2 de gestion de patrimoine de l'IAE Lyon 3 en formation continue. Bienvenue à tous, parce que je crois que c'est une première pour eux. Ils sont en cours d'allocation d'actifs et d'environnement économique. Donc, ça fait partie de la formation de voir leur professeur, l'excellent Yu Feng Shi, euh, C'est gentil. s'agiter sur des fonds à travers son magnifique logiciel. Yu Feng, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Marc. Et je vais droit au but. Je vais partager mon écran. On va commencer à analyser un fonds qui est assez, en réalité, assez connu sur le marché français, mais on a décidé de le choisir aujourd'hui comme un objet d'analyse parce qu'en fait, il offre un vrai comportement intéressant en termes de diversification. Surtout, c'est un fonds de tout terrain en termes de comportement massif. Il a une thématique assez claire. Et même malgré la récente turbulence géopolitique provoquée par le risque géopolitique, il continue à tracer, comment dire, son chemin. Donc c'est là-dessus que, parce que justement, il a une thématique tellement spécifique qui nous permet de, je dirais, s'éloigner de tous ces risques systémiques. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Donc ce fonds, c'est quoi? Ce fonds, c'est Helium Fund. Bah, justement, je vais y arriver. Je vais directement choisir le fonds. Helium Fund. Helium Fund, c'est un fonds qui, alors je vais mettre plutôt directement, c'est un fonds qui est spécialisé dans ce qu'on appelle arbitrage event-driven equity. Euh, c'est quoi un event-driven? Event-driven, c'est un mot anglais un peu barbare, mais en fait c'est très simple. C'est tout simplement des stratégies qui consistent à capturer des opportunités de fusion-acquisition hein, entre les entreprises, souvent du même secteur. Et en fait, quand je dis capturer des des opportunités à fusion-acquisition, c'est là, il y a des choses intéressantes. Je fais une description plutôt globale. C'est en fait, il capture les opportunités, soit l'acheteur, soit vendeur, le deux côtés. Il prend de position sur les sociétés, les entreprises sur les actions de sociétés de deux côtés via des produits dérivés. D'accord? Pour jouer justement soit les anomalies de ce fusion-acquisition, soit la valorisation est trop chère, donc ils pressent une faible probabilité de deal, voilà, et ils jouent contre le marché quelque part, soit en fait ils considèrent que l'opportunité est énorme, il y a une sous-valorisation sous côté achat, pour le prix d'achat. Et là, il considère qu'à un moment donné, le marché il va se considérer sur le pricing. Et donc, du coup, il se positionne à ce côté sous-valorisation. D'accord? Et pourquoi il utilise ici le produit dérivé? Parce qu'en fait, déjà, il y a une question euh, je dirais dans notre, le jargon, c'est long short. Hein. Donc, quand il prend la position sur le deux côtés, le seul produit, les instruments, voilà, c'est pas le produit, les instruments qui lui permettent de ça, ce sont des produits dérivés. Et le produit dérivé le plus emblématique, le plus classique et qu'il utilise, ce sont des options de contrat d'assurance d'achat. Donc, en cas j'achète une option, donc ça me permet d'acheter le titre d'une société ou d'un indice à un niveau donné, ou contrat vente, hein, donc j'achète un contrat d'assurance, hein, je suis assuré de pouvoir vendre l'action à certains prix. Après, je peux prendre des positions achat-vente sous ces options d'achat-vente, justement pour combiner ma position. Alors, en général, la stratégie la plus classique, hein, sans entrer dans la complexité, c'est en fait le gérant, il va placer l'argent qu'il a, lui-même véritable l'argent du fonds, sur des instruments cash hein, monétaires hein, qui permet de récupérer une bonne rémunération du fonds. Donc un bon équivalent de monétaire. Ensuite, il va utiliser des options voilà, qui permettent de justement jouer sa stratégie. La plupart du temps, très souvent, c'est qu'il va se positionner en tant que vendeur des options à très faible intervalle de variation de prix. Donc, qu'est-ce qui varie? C'est que si jamais ça bouge pas, ça prend le temps de faire le contrat, ça prend le temps de négocier entre les entreprises. Pendant ce temps-là,
ben en fait, le fait de vendre les options, ça lui permet de récupérer ce prix de risque, donc fournir et mettre ce prix de risque dans la performance du fonds, donc qui permet de booster la performance du fonds qui devient une sorte de monétaire plus, on va dire comme ça. Ensuite, il fait quelque chose un peu intéressant, c'est qu'il va acheter, il va se positionner comme en tant qu'acheteur des options à très loin du prix actuel des actions de deux sociétés, acheteurs-vendeurs potentiels, hein, très loin. Ça ne lui coûte pas grand-chose. Quand c'est très loin, la probabilité que ça atteint à l'instant T des informations qu'on connaît est très faible. Donc, du coup, ces options coûtent très peu. Et là, cette position se fait quoi? En fait, quand il y a un vrai mouvement, ce que je disais tout à l'heure, soit on revient sur le deal, on considère que ça ne se fera pas, parce qu'il y a une survalorisation pour une question de management, plein de raisons. Soit on considère que ça va se faire, sauf que le prix va se reviser, c'est à la hausse, hein. À ce moment, dans un sens ou dans un autre, il y aura un grand mouvement sur les deux sociétés en termes de prix des actions. Et c'est là son gagne-pain va s'avérer. Voilà. D'accord? Donc, ce sont souvent des stratégies qui bah, après, faites attention de ça, ça a l'air très beau, hein, c'est super beau. Comme on entend ça, ça a presque des stratégies qui gagnent à tous les temps. Bah, évidemment, la question que je disais tout à l'heure, c'est que ça dépend de la structure, en quelque part, de le pricing, de valorisation de produits dérivés achat-vente, hein. Souvent qu'il y a une sorte de courbure, hein. Donc, je rentre pas trop dans le détail, parce que ça devient tout de suite la complexité ingénieure. En gros, c'est une position qu'on appelle éloignée du prix actuel. Si ça traîne trop dans le temps, alors si comment dire, ça se réalise pas d'une situation spécifique. Dans une autre situation, c'est quand le taux de, comment dire, le taux de sans risque est très faible. Donc des options, le prix des options peut devenir plus cher parce qu'en fait, quand le taux sans risque est faible, ce qu'on appelle la valorisation, le prix forward des actifs devient plus fort. D'accord? Et à ce moment-là, le prix des options devient cher. À ce moment-là, si jamais ça se réalise pas, et en plus on est dans un environnement le taux bas, et ça coûte cher à la stratégie. Donc du coup, il faut donc, c'est une longue phase où bah, ça ne se réalise pas la performance et ça vient même bouffer la rémunération qu'il a sur son placement de cash. Et donc, dans un moment comme ça, on peut avoir des stratégies qui ne fonctionnent pas. Actuellement, typiquement, c'est une phase où la stratégie fonctionne bien parce que le taux sans risque, l'environnement global, l'inflation est fort. Donc, on a un prix forward qui est faible. Donc, pour les options en dehors, très loin éloigné du prix actuel des actifs est plutôt bon marché, je dirais. Bon, j'exclus tout ce qui est pour les connaisseurs, tous les niveaux, volatilité et tout ça, hein. Et de l'autre côté, en fait, vu l'environnement micro-macro, on a des incertitudes qui fait qu'on peut avoir des amplitudes de variation beaucoup plus importantes, fait que ce type de stratégie fonctionne un peu mieux depuis 2 3 ans. Et voilà, donc ça c'est vraiment le principe de base. Évidemment, le diable est dans le détail, hein. Je n'entre pas trop là-dedans pour simplifier la compréhension. C'est là que vous avez compris que la thématique est très spécifique. Il est il est spécifique, il est lié à des entreprises, même au sein de l'environnement action, il est très spécifique, et fait que c'est une thématique qui nous permet vraiment de s'éloigner de tous ces bruits de Trump, de Iran, de les gens qui s'aiment pas les présidents, qui se détestent, ils se serrent la main fort, ils se crachent dessus, peu importe. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, on voit ce fond-là, on l'a regardé. Là, on fait une analyse de la part C. Vous pouvez trouver sur la plateforme dans autre part facilement des autres parts qui sont, par exemple, la part B, Émilie m'a fait remarquer hier, hein, qui est éligible sur quasiment tous les contrats, beaucoup de contrats français, assurance vie. Pas. Donc, sur 5 ans, vous voyez que bah, ce fonds-là surperforme largement ses pairs, hein, de la même thématique, hein, que lui-même semblerait avoir certains bêta parce qu'il est impacté par ce qui se passe sur l'Iran. Et on a un risque qui est relativement correct sur la perte maximum constatée depuis 2021. On est à 23%, c'est de 12 fois moins que, que la moyenne de paire, avec une volatilité également beaucoup plus faible. Voilà. Et
Ça, ce sont des informations assez basiques sur le fond. Bon, cette part-là, elle est quand même éligible à certains contrats, que je peux voir même un contrat élite, le premier. Non, il n'y en a pas. Vous pouvez aller sur la barre P. Ce qui est intéressant, c'est que si je le compare à des choses un peu plus autre chose que ces pairs, hein, je vais enlever côté arbitrage, je vais le comparer sur plusieurs choses. Première chose, je vais introduire le monétaire. Voilà. Et ensuite, je vais intégrer également les obligations court terme. Voilà. L'Europe. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, la moyenne de profil de risque est similaire. Hein. Donc, en ce moment, si vous avez envie, vous voyez vraiment pas de visibilité à moyen long terme, vous aimeriez bien arbitrer une partie d'actifs de vos clients vers des choses un peu plus stables, euh, mais vous aimeriez bien avoir une rémunération un peu plus importante que le monétaire. Bah, typiquement, c'est ce genre d'analyse qu'il faut faire. Je lance une simulation de comparaison de 5 ans. Donc, on a le fond qui est en vert, hein, et qui montre une certaine stabilité dans le temps, une forte rémunération même. Et on a le monétaire qui a traversé la première période, la fin de la période de taux négatif, hein, ensuite qui devient de plus en plus intéressant aujourd'hui vu le taux monétaire. Et on a la moyenne de ces paires devient un peu plus volatiles. Et on a court terme des obligations qui a le même comportement que le monétaire, qui a souffert par cette ces périodes de taux court terme négative, hein, mais qui devient beaucoup plus intéressant depuis un de temps avec la hausse de taux de banque centrale. Quand je dis court terme, c'est entre 0 et 6 mois. Et aussi, quelque part, la stabilisation. Même si on a beaucoup de bruit, mais l'inflation elle reste relativement stable autour du niveau actuel, qui permet de maintenir le taux sans risque à un niveau nettement au-delà de zéro, qu'on avait vécu il y a quelques années. Donc, voilà. Donc, en termes de comportement, vous voyez, c'est hyper intéressant par rapport le monétaire en classique. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est en termes de comportement au fur et à mesure des années, c'est que même là, depuis le début de l'année, bon, on peut voir ici déjà sur le graphique, hein, malgré la turbulence, c'est un actif, c'est un fonds qui est capable de délivrer une performance positive en 3 mois. D'accord? Et là, justement, je vais introduire quelque chose d'intéressant, je vais intégrer le fonds action. Le fonds action, la catégorie action pour illustrer cet effet de diversification. Évidemment, on introduit un actif beaucoup plus risqué, donc la performance sur le graphique va être écrasante, même pas. Ouais, en rouge, c'est la moyenne de fonds action globale, hein. Et c'est pas ça qui nous intéresse en termes de graphique. Ce qui nous intéresse, c'est regarder la diversification sur le event-driven. On a une diversification assez intéressante, c'est-à-dire on est quand même très proche d'une rémunération action sur le comportement. 68%, c'est pas zéro, hein. Donc on a quand même, ça prouve qu'on a un prix de risque à action sous-jacent, in fine, mais avec un comportement totalement différent. Je sais que c'est très intuitif quand on parle de différence de comportement et la corrélation, hein. Il faut intégrer une chose, c'est que la corrélation, il y a quelque chose qui va mesurer la tendance et vraiment le fond de la prime de risque, d'où il vient. Ensuite, le comportement, il y a plein de choses qui jouent. Il y a déjà le niveau de risque, donc on compare un actif qui est entre 2 et 4, hein. Donc forcément, la variation de l'actif 2 va être un peu écrasée face à variation comment dire, l'actif qui est au niveau 4, forcément plus grand. Donc, sur un graphique d'échelle, ça s'écrase. D'accord?
Et une autre chose, c'est qu'on voit bien que, en fait, quelque part, presque, il arrive à capter cette tendance de fonds action avec son niveau de risque sans encaisser autant de bruit. D'accord. Évidemment, il faut rallonger sur 10 ans. Qu'est-ce que ça donne? C'est là où on va avoir à long terme, les actifs risqués ont quand même beaucoup plus de performance en l'absolu. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, c'est intéressant de voir ce fonds actuellement dans les thématiques où il y a une multiple d'incertitudes, fait que en fait la visibilité sur l'horizon court, moyen long terme devient plus compliquée. Je pense que si vous interrogez la plupart des gérants de conviction, tout le monde va dire bah, il y a un line de fond, on est clair sur ça, on joue, etc. Mais par contre, à court moyen terme, c'est plus compliqué à se positionner. D'accord? Alors, toujours intéressant de voir, c'est intéressant de voir un fonds, comment il se comporte comparé à différents actifs, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de le mettre dans un portefeuille, voir un peu son impact potentiel par rapport à ce qu'on peut euh, avoir comme situation réelle par rapport à un client. Donc là, je reprends comme d'habitude le portefeuille webinaire qu'on a l'habitude de faire. Je vais rajouter le fonds. Et là, comment on va à nouveau, toujours, c'est comme chaque fois on fait, on va arbitrer un beau près 5%, on l'avait dit depuis un beau temps, depuis le début de ce webinaire. C'est que on est dans un monde où l'inflation est beaucoup plus instable. La diversification classique, action contre obligation souveraine, est de moins en moins vraie. La flight to quality devient elle-même volatile comme concept. Donc, en fait, si on est dans une optique où action à long terme pour un client dynamique va payer, bah, il faut savoir peut-être revenir diversifier cette poche obligation classiquement parlant, auparavant qu'on avait dédiée, vers des actifs un peu plus décorrélés ou des stratégies un peu plus avec des thématiques bien spécifiques, hein, bien décorrélées par rapport au prix de risque à action encore. D'accord? Donc, dans cet objectif-là, je vais réduire à 5% sur les government bonds. Je vais rajouter 5% sur le fonds. Et je vais renvoyer la comparaison sur cette simulation sur 5 ans, avant et après. Je n'avais pas préparé le webinaire, hein, je ne connais pas les résultats. Et voilà, on a avec 5% une différence en termes de graphique relativement visible. Il faut toujours comparer par rapport à l'ampleur de la modification, c'est 5%. Et donc, qu'est-ce que ça fait concrètement sur 5 ans? Ah, j'ai un rendement qui améliore à peu près presque 40 pp. Voilà. J'ai une volatilité qui est quasiment le même. Et j'ai une perte maximum qui est légèrement réduit. Voilà. Donc, c'est pour ça que je mets 5% parce on l'a déjà dit dans ce webinaire-là, il faut jamais faire de mouvements brusques dans notre euh, vision de pédagogie d'allocation. C'est à vous de voir doser selon les situations de vos clients. En tout cas, ce que vous pouvez voir, c'est que 5%, rien par rapport aux obligations. Après, moi, hier, je vu ça avec un collègue. Et le collègue, il dit, moi, j'aimerais bien arbitrer mon action par rapport à ça pour justement gérer ce risque court terme. Et moi, tout à l'heure, je dis encore aux étudiants, euh, vous êtes bien positionnés pour faire ça parce que la chance de conseiller, c'est de pouvoir diversifier le portefeuille par stratégie. Hein. Alors, les gérants, malheureusement, parfois, ils sont condamnés à leur propre stratégie. La marge de diversification est plus compliquée. À le conseiller, vous,
se positionner un beau high level, pas besoin de regarder le marché tous les jours, et vous avez la chance de justement diversifier davantage par rapport à par rapport aux stratégies et ne pas être justement enchaîné par cette histoire de benchmark, des indices. Je dois avoir 60% des actions globales dans mon portefeuille, sinon par rapport au benchmark, je suis pas bien que ça. Voilà. Par rapport au gérant, vous avez vraiment cette liberté. L'important, c'est de pouvoir cerner sur notre plateforme des stratégies de fonds qui vraiment qui offrent cette vision orthogonale, que ce soit d'un point de vue philosophie et d'un point de vue comportemental. D'accord? Voilà, je terminais ma partie de analyse de fonds et ainsi son impact dans un portefeuille type. Y Je te a-t-il des rends la questions parole. pour Yufeng puisqu'il va nous quitter d'un instant à l'autre, donc profitez-en maintenant. Donc ce fonds intéressant en décorrélation, Yufeng? Oui, je t'ai partagé. Tu poses la question à moi ou aux Non, participants? à toi, bien sûr. Enfin, j'en profite puisque tu m'appartiens. Ouais. C'était quoi la question? Rappelle-moi, j'ai une petite coupure, je suis Le désolé. fonds est donc intéressant en décorrélation. C'est un fonds qui est intéressant en décorrélation, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui est intéressant, c'est en termes de thématique, c'est très orthogonal. En termes de corrélation, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas totalement neutre, il a quand même corrélé à action. Donc tactiquement, c'est intéressant de dire que je prends moins de risques à action, mais quelque part, je récupère quand même une prime de risque à action. Voilà. Très bien, ben, je crois qu'il n'y a pas de questions particulières. Je te laisse rejoindre le cours de l'autre côté Merci beaucoup, et Jeff. merci aux Très étudiants. belle journée à tout le À tout monde. à l'heure. Je vous retrouve cet après-midi. Ciao. Émilie, sommes-nous dans les temps? Et que nous annonces-tu maintenant? Nous sommes dans les temps et maintenant place au point macro. Donc Jean-Marc, je te laisse lancer le débat pour nos asset managers. Alors, le débat, il va être simple, hein. Nous sommes depuis maintenant un mois, hein, toujours dans cette période compliquée de guerre et de toutes ces choses-là. Donc, j'allais dire, est-ce qu'on peut encore penser que Trump est crédible pour les marchés financiers et me dire dans ce cas-là, oui ou non, comment on agit sur les allocations d'actifs, sachant que s'il n'est plus crédible, c'est le fameux Trump put qui tombe à l'eau, hein, avec les options put et call. Donc le Trump put était l'idée pour les investisseurs américains que si les marchés baissent, Trump viendrait à la rescousse des marchés pour les faire remonter. Et j'ai le sentiment, moi, de deux choses. C'est que là, la baisse de crédibilité de Trump est importante. Et puis, je me dis aussi, et c'est pas ce qu'on présente dans nos allocations d'actifs, que quand on voit des marchés qui sont je dirais, incertain, avec de la volatilité. Ça va faire le bonheur des produits structurés et des vendeurs de produits structurés. Donc voilà, je vous propose de partir de ça. Trump est-il encore crédible? Et qu'est-ce qu'on fait dans nos allocs en dehors de la vague de produits structurés qui peut arriver dans les semaines qui viennent? Est-ce que quelqu'un veut lancer ou je désigne un de nos trois acolytes? Il vaut mieux se lancer que je désigne, hein. Parce Moi, que je veux si je bien désigne, commencer. Moi, je veux bien ah, j'allais dire, commencer. qui se désigne, c'est Philippe. Je vois que tu avais anticipé que ça allait tomber sur toi, Philippe. C'est Donc parti. déjà, bonjour à toutes et à tous. Alors pour ceux qui se connectent régulièrement, je remplace Claude Guillermas. Claude nous a quittés mardi soir. Il Il part n'est pour pas un mort, hein. projet. Il est voilà. Non, non, il part pour un projet personnel. Et en fait, vous le reverrez dans le monde de la gestion patrimoniale. Voilà, je n'en dis pas plus, je laisse Claude vous dévoiler son nouveau projet. Pour revenir à ta question, Jean-Marc, ben oui, je pense que tu as bien résumé le premier point. Déjà, la perte de crédibilité de Trump est évidente. Ensuite, il y a qu'à regarder ce qui s'est passé hier soir. Trump, c'est quelqu'un qui, en général, si vous regardez dernièrement ce qui s'est passé, il communique plutôt les nouvelles douloureuses, je vais les appeler comme ça, le week-end. Pourquoi? Parce que ça a moins d'impact sur le marché et Trump regarde les marchés financiers parce que ça impacte directement son électorat. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, la retraite est par capitalisation. Donc, quand les marchés baissent,
Ça va taper dans l'épargne des ménages beaucoup plus fortement que par exemple un pays comme la France, où les Français sont moins exposés à l'épargne financière. Là-dessus, Trump, si vous regardez l'annonce de Maduro, le kidnapping de Maduro, ou alors même le démarrage de la guerre en Iran, en général, les annonces douloureuses pour les marchés sont faites le week-end. Ça a moins d'impact. Les nouvelles positives sont plutôt faites la semaine. Si on regarde ce qui s'est passé ces dernières semaines et notamment hier soir, oui, Jean-Marc, tu as résumé. Trump a perdu sa crédibilité et j'irais même au-delà. Hier, en fait, il n'a pas rassuré les marchés, au contraire. Depuis quelques jours, il y avait une tendance rassurante. Les marchés voulaient croire à une fin rapide de la guerre en Iran. Il a absolument pas donné de visibilité hier soir. Or, c'est tout ce qui compte, c'est combien de temps ça va durer. Je vais peut-être laisser les autres asset managers s'exprimer. Moi, je veux bien prendre la suite. Moi, je suis un peu plus mesuré par rapport à tout ça, la crédibilité de Trump, parce que la vraie question, est-ce qu'il a déjà été crédible en fait? Parce que comme si il devenait moins crédible aujourd'hui qu'hier. Moi, je crois qu'il a jamais été, en tout cas, de notre point de vue européen, crédible. Pour autant, il a toujours réussi finalement à mettre en place ce qu'il avait dit qu'il allait faire, avec une manière de faire qui est pour le moins discutable. Donc, tout ce qu'on constate, c'est que peu importe s'il est crédible ou pas, dès qu'il dit quelque chose, ça a une incidence sur les marchés financiers. Hier soir, enfin cette nuit, il a dit qu'il allait rebombarder. Il y a 2 jours, il a dit que ça allait finir rapidement. Les marchés ont pris 2% et là, ils vont reperdre 2% juste parce qu'il a ouvert la bouche et dit le contraire de ce qu'il avait dit il y a 2 jours. Et c'est comme ça qu'il fonctionne pratiquement depuis le début de son mandat. Annoncer des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, où nous, des gens à peu près normaux, on n'arrive pas à comprendre comment on peut dire tout et son contraire aussi rapidement et l'impact que ça peut générer évidemment sur les marchés financiers. Sur les marchés actions, à la limite, bon, ça va vite, mais sur les taux, c'est pas la même chose. Et je pense que le vrai sujet, il se trouve sur les taux. Et là, pour le coup, c'est beaucoup moins lisible. Et c'est tout ce qui était prévu qui devait se passer sur les taux est remis en cause de manière plus profonde que sur les actions, ou si la guerre devait s'arrêter ou trouver une fin, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas rapide, les marchés rebondiraient assez vite sur les actions. Sur les taux, j'ai un peu plus de mal à le croire. Voilà pour moi. Euh, Bonjour à tous. Pour compléter effectivement un petit peu, nous on lit un peu la séquence. Il y a eu une première phase effectivement de marché, de surprise, où les marchés ont d'abord un petit peu ont tiré avant de réfléchir. Il y a eu effectivement cet effet de surprise. Pas mal d'actifs ont été balancés, on l'avait déjà dit la dernière fois. Les actions ont souffert, les obligations ont souffert, l'or a souffert. C'était un peu tout le monde aux abris. Donc il y avait un peu cet effet de surprise qui a, qui a pris les marchés. Aujourd'hui, les implications macroéconomiques que ce conflit peut entraîner n'a pas encore mordu sur l'activité. Évidemment, on a un prix du baril qui a explosé, hein, qui a pris 50% en un mois. Et tout le monde est suspendu à la même question, c'est combien de temps cela durera-t-il? Euh, on voit que depuis un mois, ce grand mouvement qu'il y a eu effectivement, en particulier sur les taux d'intérêt, aujourd'hui, il ne fait que des oscillations, il ne fait plus que des oscillations. On a eu le grand mouvement et chacun se demande quand est-ce que ça rentre dans l'ordre. Donc, d'un point de vue macroéconomique, le marché ne s'est pas encore vraiment posé sur les impacts que cela pourrait avoir. À très court terme, il s'est dit, des cours du pétrole plus élevés, c'est plus d'inflation. Donc, les banques centrales, on oublie les baisses de taux, voire on considère même que les banques centrales puissent monter les taux d'intérêt. Vu l'état de fragilité dans lequel se présentaient déjà les économies avant même que ce conflit n'arrive, puisque ce n'est pas pour rien que chacun avait espoir que les taux d'intérêt baissent, c'est extrêmement compliqué quand vous avez des dettes sur PIB qui sont à plus de 120% de PIB, des taux d'intérêt sur la partie longue qui sont déjà à 4,5 sur du 10 ans ou 5% sur du 30 ans, que la Banque centrale accentue, resserre, remonte davantage encore ses taux d'intérêt. Là, elle provoquerait de façon assurée une récession. Donc, nous, ce n'est pas trop notre sentiment. En revanche, que cette hausse des prix des carburants vienne effectivement mordre
sur la consommation des ménages, qui est un facteur supplémentaire à ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est que lorsque les marchés financiers périclitent un petit peu, ça atteint la confiance du consommateur, ça atteint l'effet de richesse. C'est-à-dire qu'on a un peu tendance à se dire, bon, je vais être un petit peu moins dépensier ce mois-ci et je vais faire un peu plus attention. Ça a des effets sur la consommation et ça peut déclencher un ralentissement de l'économie. Auquel cas, on risque quand même d'avoir des banques centrales qui reviennent à baisser les taux d'intérêt, qui reviennent à la situation initiale, en dépit d'un conflit qui ne se serait pas encore totalement résolu. Par conséquent, nous, on a vu quelques petites opportunités, mais de façon extrêmement tactique, hein. Il n'y a pas eu de changement réellement stratégique dans les allocations. On reste sur notre idée de départ que l'économie, en particulier américaine, a vocation à ralentir. L'ouverture du conflit en Iran n'arrangeant pas les choses, il y a quand même de grandes chances qu'on atterrisse sur des banques centrales qui baissent les taux d'intérêt, ce qui est totalement le mouvement inverse que le marché vient de connaître depuis ces 3-4 dernières semaines. Donc, on arbitre en fait les deux horizons de temps à un niveau extrêmement court de headlines, donc les alertes info déclenchées par Trump d'heure en heure, avec les implications macroéconomiques sur le niveau d'inflation et le comportement du consommateur, donc la croissance, qui prendra plusieurs trimestres à se révéler. Un point pour rebondir sur ce que vient de dire Anthony, il parlait des mouvements de taux. Moi, j'ai regardé en fait historiquement. Perdu Philippe. Écarté jusqu'à 70 points de base. Philippe, on t'a perdu pendant 5-6 secondes. Donc, tu as regardé les mouvements de taux et on a fait la suite. Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'a perdu pendant 5-6 secondes. Ok. Je disais, j'ai regardé le 2 ans allemand et en fait, il s'est écarté d'environ 70 points de base et ça s'était produit que 5 fois dans l'histoire. C'est pour vous dire quand même l'ampleur des mouvements qu'on vient de connaître sur les govies. Oui, alors, on peut même... Je t'en prie. Non, vas-y Anthony, je t'en prie. C'est vous les stars. Après, il faut reconnaître aussi que les taux courts avaient particulièrement baissé ces derniers temps parce que c'était une autre logique qui avait pénétré l'esprit des marchés, c'était de se dire l'avènement de l'intelligence artificielle va nous permettre d'avoir une croissance qui ne produit plus d'inflation, tellement on aura de gains de productivité. Par conséquent, ça laisse le champ libre à des baisses de taux. Donc le marché intégrait qu'on allait avoir de moins en moins d'inflation comme problème, et ce qui ouvrirait davantage la porte aux baisses de taux des banques centrales. Je vais laisser la parole, mais juste indiquer une chose. Notre hypothèse, à contrario du Covid, c'est qu'au moment du Covid, vous aviez eu une chute, alors de plus grande ampleur évidemment, mais dès lors que les interdictions de circulation, la découverte de vaccins, etc., avaient été trouvées, l'économie avait pu repartir en V. Vous vous rappelez, hein, chacun se pose la question, on a un W, on a un L, on a un U, on a un... Bon. Vu la masse d'argent qui avait été débloquée par les banques centrales, qui avait été débloquée par les États en termes de soutien aux économies, lorsque vous laisseriez l'économie à nouveau vivre, elle repartirait comme une balle. C'est ce qui s'est passé en provoquant même en 2022 énormément d'inflation, puisqu'il y avait une demande qui était sous stéroïdes. Tout le monde voulait consommer comme des malades. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout cette situation que l'on a. On a de l'inflation, mais non pas parce qu'on a une demande qui est hyper stimulée, c'est parce qu'on a un problème au niveau de l'offre. On n'arrive pas à fournir autant de pétrole qu'on le voudrait, compte tenu du conflit. Nous, ce que l'on dit, c'est que si ce conflit se stoppe, on ne peut pas avoir un redémarrage en V de l'économie exactement dans l'état auquel il se trouvait dans la situation précédente. Il y aura des stigmates de ce conflit. Au plus ce conflit dure, au plus les stigmates seront profonds. Mais il y aura tout de même une partie de l'offre qui sera difficile à reconstituer. Par conséquent, on peut s'attendre à avoir des prix du baril qui ne redescendent pas à 60-65 dollars, là où ils étaient il y a encore un mois et demi. Par conséquent, on peut tout à fait s'attendre à une économie qui s'y adapte, qui s'adapte à cette nouvelle réalité des prix de l'énergie. Mais ça voudra dire que
il y aura un grain de sable supplémentaire qui viendra s'ajouter au précédent qui était déjà présent avant l'ouverture de ce conflit. Donc, il milite à nouveau pour une accélération une accélération du ralentissement, l'hypothèse de ralentissement qu'on avait qui s'épaissit encore davantage. Et là encore, pour rebondir sur ce que vient de dire Anthony, j'abonde dans son sens. Souvenez-vous, en 2022, même si le contexte était différent, hein, les prix de l'énergie ont mis à peu près 1 an à se normaliser, quoi. Bon, moi, je suis d'accord aussi avec Anthony sur le constat et sur le fait que la situation d'aujourd'hui n'est pas la même que 2022 et que les impacts aujourd'hui qui sont dans la zone du Moyen-Orient auront des impacts à long terme plus profonds qu'on peut encore l'imaginer. Mais je pense qu'il faut dissocier quand même les différentes zones du monde parce que paradoxalement, les Américains sont quand même moins touchés par l'augmentation du prix du gaz et du baril que nous, les Européens, ou que encore les pays asiatiques. Donc, un conflit qui est initié par les États-Unis et qui les impacte moins que le reste du monde, c'est quand même le comble absolu. C'est pour cette raison que j'ai du mal à croire que les banques centrales vont baisser les taux pour relancer une économie qui serait sujette à un ralentissement profond euh, au regard des dettes, au regard de tout ça. Je pense que c'est très complexe. Il y a encore quelques mois, on pensait que les taux allaient baisser, que c'était annoncé des baisses de taux plutôt attendues par le marché. Donc, des produits avaient été lancés pour bénéficier de ces baisses de taux. On peut parler des structurés, comme tu l'as fait, Jean-Marc, tout à l'heure. Et aujourd'hui, on voit bien que rien n'est simple et rien n'est facile à lire aujourd'hui. Et que je pense que si on doit revenir sur la question initiale, qu'est-ce qu'on fait des allocations? Je pense qu'il faut sortir du momentum et se projeter sur l'horizon d'investissement des clients, c'est la meilleure façon de ne pas faire de bêtises et essayer de driver le marché à travers la macroéconomie, comme on essaie tous de le faire. Euh, Demain, tout ce qu'on a dit aujourd'hui peut être basculé dans un autre sens et c'est très compliqué finalement. Donc, il faut revenir à des fondamentaux qui sont euh, une partie obligataire, une partie action, plutôt corps marché. Sans avoir à prendre des biais, surtout, selon moi, c'est surtout ne pas prendre de biais en essayant d'anticiper ce qui n'est pas, selon moi, anticipable. Donc, rester le plus blend possible et avoir une directionnalité vis-à-vis des marchés. Donc, Complètement si en je phase sur résume, ce que vient de dire Christophe, quoi. En fait, enfin, vas-y, Jean-Marc, t'allais dire un truc. ça te permettra de rebondir sûrement, Philippe. Si je résume un peu tout ce qu'on est en train de se dire là, sur un cadre macro rapide, sans faire d'hypothèse politique, parce qu'on voit bien qu'à tout niveau, on ne sait pas ce que politiquement ça va devenir demain. On a des taux réels élevés, une inflation incertaine, la géopolitique instable, une croissance molle, mais quand même résiliente, et puis une volatilité qui est quand même structurellement plus élevée qu'entre 2010-2020, et bien sûr, on n'est pas dans 2022. Ça, c'est la partie, j'allais dire, puisqu'on parle de corps, hein, c'est la partie cœur de la stratégie. Et puis si on regarde une lecture tactique, parce qu'à un moment donné, il faut faire aussi un peu de tactique, on a une volatilité élevée, c'est ce qui me permettait de parler de structuré, non pas en disant qu'il faut faire du structuré, que je suis fan du structuré, la plupart des gens le savent, et mes étudiants, que le structuré, hein, c'est en diversification, c'est pas plus de 10% d'un portefeuille, mais on va avoir une vague de structuré qui va revenir du fait de cette volatilité élevée. Il y a des taux élevés, donc ça veut dire quand même, ou des taux qui peuvent en tout cas monter. Donc c'est-à-dire que l'obligataire retrouve du sens, hein. On a vu un petit dégonflement, l'obligataire retrouve du Portage. sens. Voilà, du portage, exactement. Et puis l'incertitude, elle apporte ce que vous dites depuis le départ, de la diversification. Donc si dans l'esprit aujourd'hui, sur un portefeuille, je dirais au moins équilibré, parce que c'est souvent le portefeuille qu'on regarde hein, quand on présente, portefeuille équilibré, qu'est-ce qu'on fait? On fait 30-40% actions, 30-40% obligations, un peu de structuré et de liquidité. Comment vous voyez les choses chez vous, dans vos fonds? Pour être concret avec nos auditeurs. Moi ce que tu évoques là, ça serait le rêve pour nous, asset managers traditionnels. La réalité, c'est ce que tu as dit juste avant, c'est que les structurés mangent beaucoup des encours. Il suffit de regarder les chiffres de structurés chez les assureurs. Il nous reste plus beaucoup de place pour les actions pures et dures dans une allocation d'actifs aujourd'hui sur les On est à marchés. plus de 60 milliards de collecte en 2025 de mémoire, hein, Ouais, c'est ce qui est colossal. colossal. Bien Oui. sûr, et ça fait même peur. Enfin voilà, ça c'est mon sentiment personnel. Et si les gens se limitaient à 10 ou 15 ou 20% de structurés, ça serait déjà très bien, mais on a dépassé ces montants-là largement. Au-delà de ça, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, honnêtement, chez Fidelity, je reviens de Londres la semaine dernière, on a rencontré des équipes de gestion, etc. Il y a une certaine sérénité qui se passe. Et en effet, même si la photo que tu as dépeinte des marchés
entre la politique, la géopolitique, les tensions mondiales, la guerre. On n'est pas à l'abri que cette année soit une belle année sur les marchés financiers. Et c'est vrai que ça donne pas envie d'y aller. Et c'est le cas, en fait, si on reprenait chaque début d'année dans notre métier. Moi, ça fait longtemps que je fais ce métier. Je pense que Jean-Marc aussi, tu n'es pas un petit jeune perdreau de l'année. On n'a jamais vu d'année où tu te dis, cette année, on va faire de la performance et les marchés sont ouverts. Il y a toujours des raisons de ne pas investir. Et cette année, il y en a beaucoup, beaucoup. Pour autant, une détente sur la géopolitique pourrait avoir des incidences très forts sur les marchés et donc rencontrer encore une année de performance remarquable comme celle qu'on a connue l'année dernière et celle d'avant, qui sont quand même des belles années sur les marchés. Donc pour moi, il faut toujours avoir une poche action structurelle, plutôt monde et plutôt tout terrain, et donc avoir une approche toujours assez blend. Après, ce qu'a fait Yufeng tout à l'heure, j'ai noté le fait qu'il sortait un peu des obligations pour aller sur un fonds euh, plutôt market neutre. Je trouve ça assez pertinent. Ça met de la diversification et ça permet d'avoir quand même un bêta de marché action, même s'il est moins volatile. Mais voilà, ce que vous présente Yufeng dans son allocation, c'est exactement ce qu'il faut faire. Oui, il y a une Mais chose qui m'a marqué dans ce qu'a dit Christophe tout à l'heure. Vas-y, Jean-Marc, je t'en prie. non, je voulais juste rebondir sur une stat qui vient de Fidelity, d'ailleurs, de mémoire, qui montre très bien que sur les 36 ou 40 dernières années, en fait, le marché a fini 32 ou 34 fois positif, malgré parfois des baisses de moins 15, moins 20 hein, en maximum drawdown, c'est-à-dire en maximum de baisse du marché dans l'année. On a quand même à 95% des cas où le marché a fini positif. Ce qui veut dire quand même qu'il faut être dans l'eau. C'est Je ça. dis souvent aux Mais oui, étudiants, hein, le surfeur, il est dans l'eau pour prendre la vague, il n'est pas sur la plage en train de discuter avec ses copains, voilà, ou ses copines, et que du coup, c'est une statistique qui est quand même redoutable. C'est-à-dire si on se pose la question à chaque fois, est-ce que l'année va être vraiment positive ou pas, on n'investit jamais. Donc ça c'est une leçon qui n'est que de la statistique, hein, mais quand on a 40 ans comme ça impressionne. Voilà, bien Philippe. sûr. Oui, comme le disait Christophe, je pense qu'une chose importante, c'est s'extraire du bruit actuel. De toute manière, si vous suivez, pour revenir sur ta question initiale, Jean-Marc, les déclarations de Trump, ça va dans tous les sens. Il peut dire 3 choses différentes le jour même et les marchés bougent en fonction. C'est pas comme ça qu'on construit une allocation. Euh, Autre chose qu'a dit Christophe, se projeter sur l'horizon d'investissement. Donc on revient, on est là on part d'un projet client, hein, vous l'accompagnez sur de la gestion patrimoniale. Il y a un projet, quel qu'il soit, acheter un bien immobilier, financer les études des enfants, préparer sa retraite. On peut séquencer différentes poches hein, selon l'horizon d'investissement, 5 ans, 10 ans, 25 ans. Donc il faut regarder loin. Ça, c'est l'allocation stratégique. Après, tactiquement, nous, notre conviction chez CPRAM, c'est qu'il y a des valorisations qui se sont compressées. Il y a des points d'entrée. Je peux vous citer 3 idées simples. La première, Jean-Marc, tout à l'heure, tu parlais d'obligataires. Alors, nous, sur les taux, on s'inquiète un peu. On ne sait pas trop ce que ça va donner vu l'écartement de spread et puis les déficits publics. Par contre, sur le crédit, on aime bien. Et si on regarde, alors, le crédit, c'est moins écarté que les taux, mais en fait, il y a des opportunités, notamment sur les fonds datés. Regardez sur beaucoup de fonds datés, notamment échéance 2031. Vous avez des rendements qui, en début de semaine, étaient au-dessus de 6% pour du 100% high yield. Et c'était du high yield qui allait pas très bas. Donc, c'était pas du high yield que j'appellerais déconnant. C'était quelque chose d'assez solide. 2 autres idées qu'on voit chez CPR dans le contexte. La première, c'est la défense. La défense, si on regarde ces derniers mois, elle a bien joué son rôle de hedge, de couverture contre le risque géopolitique. Ce n'est pas le cas depuis le début de la guerre. C'est le moment de rentrer. Pourquoi ? On le voit bien, dans le contexte géopolitique, les pays européens vont devoir dépenser plus. L'an dernier, les pays de l'OTAN ont augmenté leur dépenses de défense de 20%. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Vous avez des boîtes comme Thales, je crois je regarde les chiffres, ils avaient 22 milliards de chiffre d'affaires annuel et ils ont déjà 53 milliards de carnets de commandes. Donc ils ont 2 ans et demi de production déjà vendue, payée, engagée. Et puis une fois qu'un client a acheté un système, par exemple radar, il est loqué pour 30 ans. Donc la défense, c'est vraiment une conviction forte. 3e idée, je m'arrêterai là, l'électrification, la décarbonation, et on n'y va pas pour des raisons écologiques. On y va parce qu'on est contraint, on est dépendant
On est dépendant des pays producteurs d'hydrocarbures. Il faut réduire notre dépendance, il faut retrouver une souveraineté et par conséquent, on va devoir plus électrifier pour alimenter aussi bien le chauffage, la production, les voitures, les data centers. Donc ça, c'est 3 choix qu'on trouve pertinents toujours dans une allocation pour un horizon d'investissement long. Le temps court, aujourd'hui, on regarde, mais faut pas se laisser absorber par le bruit actuel. Voilà mon message. Eh ben, poursuivre, effectivement, ne sous-estimez jamais la capacité des économies à s'adapter. On a parlé de 2022, hein, qui était le conflit qui s'était ouvert enfin, qui s'est ouvert d'ailleurs, justement. C'est précisément là où je veux en venir, qui s'est ouvert en Ukraine. Des tarifs du gaz qui avaient explosé en Europe. Vous voyez qu'aujourd'hui, les gazoducs Gulf Stream, les sanctions russes sont toujours présentes, le conflit n'est toujours pas terminé. Ça n'a pas empêché les économies de se remettre à tourner et les marchés financiers de performer. Donc, voilà un peu l'idée. Donc, c'est plutôt des points d'entrée, hein. D'ailleurs, regardez, hein, le mouvement que l'on a connu, tout sidérant qu'il puisse apparaître, n'a effacé finalement que la performance qui avait été accumulée sur janvier-février. On n'est pas non plus sur des dimensions abyssales. Et puis, tu demandais un peu d'un point de vue tactique. Donc, effectivement, nous, ça veut dire que d'un point de vue stratégique, il n'y a pas grand-chose qui est bougé. D'un point de vue tactique, on est d'accord pour dire que la partie courte des courbes de taux d'intérêt s'étant décalée, ça permet d'aller capturer, figer des primes de taux plus intéressantes. Donc, l'idée, effectivement, de bénéficier de ce petit mouvement sur des fonds datés qui arriveraient prochainement à échéance, ça vous permet d'attraper la fin de la comète et d'attraper juste le petit mouvement de décalage. Et puis, une idée en l'air que j'espère qu'on pourra développer plus tard, c'est nous le yen. Le yen, ça pourrait très bien être l'actif qui fasse la performance de nos fonds cette année. On aime bien ce type d'actif qui est totalement en dehors des radars des investisseurs, dont personne ne parle, et pour le coup, qui sortent, enfin, vous avez 30 années de maturation macroéconomique qui sont en train de se révéler avec des sorties de l'ornière de la déflation, une banque centrale qui, de concert avec le ministère des Finances, sont promptes à solidifier cette reprise et ont besoin d'un yen fort qui est aujourd'hui décoté d'à peu près 50% si on fait des parités de pouvoir d'achat. Donc, gardez à l'esprit que le yen, ça pourrait faire une grande année en 2026. C'est une très forte conviction chez nous. Alors, Moi, si Anthony, je... tu nous lances Pardon. le yen comme ça et tu ne fais pas un caméa à la Sambuku. Tant que je ne fais pas, comment Je on suis dit, déçu. Kiri ou Seppuku, ça ira. Je voulais juste dire aussi que la gestion tactique court terme, elle demande un suivi fort, une capacité à faire bouger ses allocations. Et je ne suis pas certain que si on n'est pas accompagné ou si on n'a pas que ça à faire, enfin, les CGP sont en capacité de bouger leur portefeuille rapidement et de manière stratégique. Juste pour vous donner une idée, hein, je regardais la performance d'Helium, qui est un super fonds. Sur 10 ans, il fait 30%. Avec évidemment un drawdown limité dans le temps et donc une trajectoire plutôt linéaire. Un FF World sur la même période, il fait 157%. Donc, il faut être capable de gérer ces véhicules long short. C'est le cas de Absolute Return chez moi aussi. C'est des fonds tactiques qu'il faut être capable de faire entrer et sortir. Mais faut-il être capable de faire sortir ces types de véhicules-là des allocations quand le marché repart? Et là, c'est un autre métier. Voilà. Émilie, on a encore un petit peu de temps, Oui, hein, on puisqu'on a jusqu'à on termine 11h30, donc on peut y aller. on termine avec la macro, on est d'accord? Oui, Donc, ça me permet de poser la question qui tue aux garçons. Vu tout ce qu'on a décrit, quel fonds, chez vous, faut privilégier? Un fonds. Ouais, je vais y aller. Ça va être simple. Le fonds dont j'aime parler aujourd'hui, c'est un fonds monde action, donc un fonds monde action, pays développés. Il s'appelle Fidelity Global Dividend. Sa particularité, c'est que donc il est sur les entreprises plutôt cycliques. Il n'a pas de technologie. Il a une exposition au marché américain assez faible au regard de son indice, c'est-à-dire que l'indice, c'est le MSCI World, c'est à peu près 60% aux États-Unis, et dans Global Dividend, il n'y a que 30%.
Ce sont des entreprises leaders dans leur marché qui distribuent du dividende en augmentation chaque année. Le fonds a un historique très, très solide et fait partie d'une brique monde un peu décorrélante de tout ce qu'on peut trouver par ailleurs, qui, pour moi, a du sens sur un horizon moyen-long terme. Voilà. Donc, dans une Référencé partout. allocation, 10% de Global Dividende. Exactement. Allez. Anthony, non? Philippe, si tu veux. Comme tu veux. Nous, une conviction, une idée, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, hein, vu l'écartement de spread qu'il y a eu sur le crédit, moi, si je devais parler d'un fonds, ce serait BFT Rendement Plus 2031. Comme son nom l'indique, c'est un fonds obligataire daté. Là, lundi, avec l'écartement de spread, on était à 6,12% de rendement. C'est un fonds où, pareil, on va pas trop bas dans la notation à yield. C'est un fonds, on est très peu exposé aux secteurs qui pourraient souffrir de l'augmentation des prix du pétrole, comme par exemple l'automobile, la chimie. Donc, dans la configuration actuelle, il nous semble que c'est un ratio rendement sur risque intéressant. Et de mon côté, Donc, Global Dividende core et BFT plutôt tactique, on est d'accord? Excuse-moi, Anthony, je disais Global Dividende core là-dessus. oui, Global Philippe. Dividende en action pour Christophe, un fonds daté de Philippe, 2031 BFT Rendement Plus 2031. Donc, plutôt tactique, Philippe, 2031. Tout à fait, parce que là, si vous voulez, avec l'écartement de spread, rentrer à ces niveaux-là, ça permet d'avoir un rendement net supérieur à 6% pour un risque qui est vraiment réduit, quoi. Ok. Anthony, à toi. Et de notre côté, H2O Moderato, qui est un peu le fonds qui est au centre de notre gamme, qui est un fonds international, multiclasse d'actifs, long short, qui peut aller dans les émergents. On a très peu parlé des émergents, mais les émergents, finalement, sont assez épargnés par l'onde de choc. C'est à noter d'ailleurs, hein, d'habitude, à chaque fois que vous aviez un peu de tumulte sur les marchés financiers, les émergents, ils prenaient la tasse, hein. Là, c'est pas du tout ce qu'on a vu, hein. Des devises comme le peso mexicain, le réal brésilien sont des devises qui, depuis fin février, ont baissé de 1%, 1,5%. Donc, honnêtement, c'est vraiment de l'épaisseur du trait. Devises qui avaient d'ailleurs particulièrement bien performé ces 12 derniers mois. Donc, on est vraiment multi-zone, multi-classe d'actifs. Le profil de risque, on est entre 10 et 15 de volatilité globalement. Donc, c'est quand même quelque chose de costaud, hein. On est légèrement en dessous d'une volatilité de marché action internationale. C'est un fonds qui a fait 25 l'année dernière, qui fait 0 en ce moment là depuis les débuts de l'année, qui tourne à peu près, oui, pour 14 de volatilité. Vous tournez à 11 annualisés de performance depuis 5-6 ans. C'est vraiment le fonds couteau suisse avec, on va dire, ouais, équilibré dans les profils de clients, entre équilibré et dynamique. Et surtout diversifié. Vraiment pour le Maintenant, j'ai coup. la deuxième question qui tue. J'ai la deuxième question qui tue, messieurs, parce qu'il en fallait bien une pour clôturer. Anthony, puisque tu as la main, tu la gardes. Quel fonds tu choisirais chez Fidelity, toi, et chez Amundi? Et Alors, vous chez aurez la Amundi, même question, les qu'ils ont deux des autres. fonds or. Je pense que l'or, euh, je pense que l'or va devenir structurellement un actif de repli. On voit que le marché est en peine d'actifs refuge. Les obligations d'État allemandes ou américaines ont déçu. Le dollar a très peu performé. Donc l'or risque de devenir un actif central. Donc sans doute un fonds or chez Philippe. Quant à chez Christophe, le fonds de Alain sur la value, il y a beaucoup de choses à faire sur la value. Elles ont été très très délaissées. Elles commencent à faire un peu leur comeback depuis 12-18 mois. Il y a eu un coup d'interruption, mais il y a des chances que ça reprenne. Donc le fonds d'Alain Puif chez Christophe. Allez, Christophe, et toi, quel fonds tu prendrais Ah, chez les deux autres?
Moi, ça va être très simple. Et je pense que tout le monde les connaît très bien. Chez CPR, enfin chez Amundi, ça sera First Eagle, qui pour moi est un véhicule tout-terrain et corps très très solide et Dans lequel il y a de l'or, donc je te rejoins. exactement. Chez H2O, c'est aussi simple. C'est le fonds qui, selon moi, incarne parfaitement la gestion d'H2O, c'est Multibond, qui amène une partie devise qui est très peu traitée par les autres maisons de gestion, dont ils ont un savoir-faire indiscutable. Donc voilà, First Eagle, Multibond et Global Div. Et le fonds qu'a évoqué Anthony, c'était Nordic de Bertrand Puif. Voilà, avec tout ça déjà, on a quand même des acteurs, enfin des fonds très très solides et qui ont montré leur résilience dans le temps et leur capacité à surperformer. Et qui, en plus, on a présenté sur, il y a quelques mois déjà, ce qui est Force Eagle ou la gamme Or d'Amundi. Et c'est à toi, mon cher Philippe. Ben, pour clôturer, moi je suis en phase chez Christophe, l'offre value et chez Anthony le multi-bonds. Bon, c'est vraiment un super produit qui a fait ses preuves. Dernière précision, le fonds or, il est CPR et pas Amundi, c'est CPR Gold Mining sur les sociétés minières aurifères. OK. Messieurs, dames, merci beaucoup pour votre écoute et puis pour vos interventions précieuses. Je vous dis, Émilie, le prochain webinaire, c'est quand? Il me semble que c'est le 7 mai, jeudi 7 mai. Jeudi 7 mai. Eh bien, nous nous retrouvons tous jeudi 7 mai. Merci à tous. Passez une bonne Merci beaucoup. semaine. Et une joyeuse soirée. Merci, bonne semaine. Au revoir Merci, tout Au le monde. revoir. Au revoir.